Tokyo Revengers reste encore aujourd'hui un manga cher à mon cœur pour toutes les émotions qu'elle m'a transmises grâce au génie de Ken Wakui dans sa construction des personnages et sa prise de risque constante. L'auteur n'a jamais hésité à prendre des décisions lourdes en conséquence sur le sort des personnages très populaires, ce que très peu ont l'audace de faire. L'arc du Tenjiku fait partie de ces arcs marquants qui ont contribué au succès de l'œuvre de par ses retournements de situation. Aujourd'hui, je vous parle donc des meilleurs moments de cet arc, donc je compte sur votre soutien. Faites-le savoir avec le pouce bleu. La trahison de Muto Yasuhiro s'est toujours fait discret au sein du Toman. On ne savait pas grand chose de lui, pour ne pas dire qu'on ne connaissait rien. Il était l'un des rares membres à n'avoir eu aucune interaction avec les autres membres du clan, en tout cas de façon trop anecdotique pour que ce soit important et impactant. Alors lorsqu'on le voit arriver pour embarquer Takemichi, on se dit qu'on va enfin faire connaissance avec ce mec qui est manifestement craint, y compris au sein du Toman. Il ne faut pas longtemps avant de comprendre que tout part à la dérive lorsque les hommes en noir prennent ses amis à part et que Mucho le cogne sévèrement. Ne lésinant pas sur ses coups, il se retrouve ensuite dans un entrepôt où Inupi et Kokonoi, pleins d'hématomes, sont attachés à des chaises. C'est de leur bouche qu'on apprend que Mucho faisait partie de la génération brutale du Tenjiku. Il explique ensuite qu'il fait partie d'une division spéciale au sein du Toman, autorisée à régler les problèmes internes au sein du gang sans attendre l'aval du chef. Si tous pensent qu'il accuse Takemichi à tort, en tant que traître, il se révèle en fait être l'un des membres fondateurs du Tenjiku. Autrement dit, c'est lui le traître. Leur plan consiste en fait à récupérer Kokonoi, le génie de la finance, en tuant les deux personnes qu'il suit. S'ensuit alors cette planche devenue mythique où Takemichi le met au défi de toucher à ses subordonnés. Au-delà de la réalisation, c'est juste une pépite, la rédemption de Taiju Shiba. Tandis que Takemichi part en quête d'informations sur les anciens Black Dragons, il se rend dans l'église dans laquelle ils se sont battus dans l'espoir de trouver quelqu'un ou quelque chose susceptible de l'aider. C'est là qu'il trouve Taiju Shiba, la 8e merveille du monde, paraît-il. C'est officiel, hein. C'est dit par Ken Wakui lui-même dans le databook Enfer et Paradis. On le retrouve donc les cheveux gominés, bien plus apaisé qu'on ne l'a connu par le passé. On apprend alors que Shinichiro fut le premier chef des Black Dragons et qu'il en est donc le fondateur. La zone d'ombre autour de ce Izana ne fait que s'épaissir lorsqu'on apprend que Maiki lui faisait même plus confiance qu'Andraken. C'est à ce moment que débarquent Kokonoi et Inupi avec toute leur bande pour mettre un terme à la fête. On comprend très vite que ça risque de chauffer. De ce fait, Taiju prend les devants en s'opposant seul face à eux tous. Confiant, il demande à Takemichi et Naoto de partir vers l'arrière et de découvrir la vérité sur la mort de Akai. Un moment fort puisque celui qui s'était opposé à eux intervient cette fois-ci pour leur venir en aide et retenir leurs agresseurs. La classe à l'américaine dans son costard, on ne revoit plus l'homme après cette scène, mais elle est juste fantastique. Il ne fait aucun doute qu'elle va faire trembler les réseaux sociaux lorsque la scène sortira en animé, parce que c'est Shiba et parce qu'on l'aime. La mort de Naoto et Takemichi. Et on enchaîne avec un passage qui découle directement du précédent. Ainsi, alors que Takemichi décide de faire marche arrière afin d'interroger les deux concernés, il se fait intercepter par le vicieux Tetai Kisaki, qui lui pointe une arme dessus. Vêtu de noir, il incarne la mort dans toute sa splendeur. Mais tandis qu'il s'apprête à tirer, Naoto intervient en le poussant de toutes ses forces, de sorte à le protéger. Il prend ainsi la balle à sa place hors champ, avant qu'on ne le voie tituber et s'écrouler au sol quelques secondes plus tard. Takemichi se précipite immédiatement vers lui, suite de quoi Izana fait officiellement son entrée, en rappelant que c'était à lui que revenait le droit de tuer le policier. On a beau le détester en cet instant, quel charisme quand même. Takusho arrive à son tour quelques secondes plus tard. Le même qui lui avait demandé de sauver Izana n'est plus du tout le même. Impassible, il tire sur les deux garçons sans exprimer la moindre hésitation ni aucun remords. Aux portes de la mort, Naoto lui confie qu'il a toujours eu des doutes à son sujet vis-à-vis de la délégation de cette mission. Mais après l'avoir vu échouer tant de fois et se relever malgré tout, il a fini par comprendre sa vraie valeur, le qualifiant de vrai héros. Il est en effet l'incarnation des héros de shonen, ceux qui se relèvent constamment malgré leurs échecs. Dans les pleurs et la douleur, ils tendent leurs mains respectives, puisant dans leur dernière force pour nouer le contact et revenir en arrière. Une scène bouleversante qui fait écho à la vie de bon nombre de diffamateurs qui n'ont jamais considéré le jeune héros à sa juste valeur. À mes yeux, il ne fait aucun doute que c'est un message adressé envers eux, en plus d'en faire une scène magnifique.
magnifique. L'ogre se réveille. Beaucoup de scènes sont épiques dans le premier round qui les opposent au Tenjiku. Il y a par exemple la mandale que se prend Shion Madarame de la part de Peihan, montrant combien il est plus fort qu'on ne le pense, les aptitudes d'Izana, Shifuyu et son combat contre Mochi, ou encore l'histoire tragique de Kokonoi et son amour avec Inui. Mais la vraie révélation saupoudrée d'épicness intervient avec Angry qui, lorsqu'il se met à pleurer, devient une machine à tuer en réveillant le tigre en lui. Ou dans ce cas précis, le démon changé en Super Saiyan, il gagne une force 100 fois plus élevée que celle de son frère, à tel point qu'il parvient à étaler 3 des 4 rois célestes en un seul coup. Ceci sachant qu'il est blessé et qu'il n'est donc pas en possession de tous ses moyens. On aurait aimé le voir plus régulièrement dans cet état de transe, même si la rareté de la chose apporte tout son charme. Takemichi prend les commandes. Alors que tout semble perdu lorsque Kakusho renverse la situation, on pense à ce moment où il s'époumonne en soutenant que l'Ottoman n'a pas perdu. Que tant qu'il est debout, ça n'arrivera pas. La détermination de Takemichi est à son summum, qui, malgré les blessures, persiste et continue de se tenir debout face à l'adversité. Même lorsque Kisaki le menace d'une arme, la peur ne l'affecte plus. Le manipulateur lui-même est pris au dépourvu par autant d'assurance. Ne jamais abandonner, voici ce à quoi il ne renoncera jamais. Grâce à la confiance de ses amis envers lui, il prend le leadership du Ottoman et s'oppose à leur adversaire du moment. Frappant non seulement Kisaki, mais parvenant également à porter littéralement l'équipe en allant jusqu'au bout de ses convictions, soutenant qu'il protégera Mikey quoi qu'il en coûte. À ce moment, l'adolescent débarque comme pour annoncer sa délivrance. Sans se retourner, Takemichi comprend qu'il a mené sa mission à bien. Le poing levé façon One Piece, il accueille fièrement son chef venu régler ses comptes. S'ensuit un Mikey bien vénère, égal à lui-même, qui réclame 20 000 hommes pour passer ses nerfs. Cette planche où Draken et lui reprennent les commandes avec tous les membres émus aux larmes, c'est du grand art. Le duel qui s'ensuit entre les deux chefs de gang, plus l'apparition sous forme spectrale d'Emma et Shinichiro derrière leur frère, tout est fait dans l'intention de nous faire hurler. Magistral. Le sacrifice d'Izana. S'il y a bien quelqu'un qu'on n'attendait pas sur ce terrain, c'est bien Izana. Alors que tout part en vrille autour du Tenjiku, qui est en train de perdre la bataille suite à la déculottée qu'ils ont prise avec l'intervention de Mikey, Izana commence à perdre les pédales en cherchant à régler ça dans l'indignité. Arme en main, il met Mikey en joue, mais c'est sans compter sur la désapprobation de Kakusho qui ne le voit pas de cet œil. Pour lui, ils ont perdu et il faut l'accepter. Irrité par la situation, Kisaki tire alors sur Kakusho. Lorsqu'il s'apprête à envoyer une nouvelle salve pour l'enterrer définitivement, Izana intervient cependant pour prendre les balles à sa place, tombant aux côtés de son ami qui le rejoint dans une scène qui rappelle le drame Zabuza, Aku dans Naruto, avec un zeste de My Hero Academia, avec la réplique que le leader prononce juste après. Les flocons de neige qui font tomber le rideau sur cette histoire qu'ils ont construit ensemble, une fin admirable pour ces deux excellents personnages. La mort d'Emma. Peut-on faire plus attendrissante que Emma? Je vous le demande. Il est vrai qu'elle a toujours agi de façon infantile dans sa relation avec Draken, espérant sans cesse qu'il développe de la jalousie, il n'en reste pas moins qu'elle l'a toujours profondément aimé, éprouvant de surcroît une sincère affection pour l'entourage de son frère qu'elle adore plus que tout. Elle a été aussi très protectrice envers Hinata. Elle a plus ou moins pris sous son aile en la défendant avec ferveur. Alors quand l'impensable arrive si soudainement, le choc est grand. Sur sa moto, Kisaki parvient en effet à frapper un grand coup de batte de baseball dans la tête d'Emma, car c'est selon lui le dernier rempart qui retient Mikey dans sa cage. La scène est en effet indescriptible. Mais le pire, c'est quand Mikey la transporte sur son dos en direction de l'hôpital. Malheureusement, la réalité est cruelle. Et tandis qu'elle s'éteint peu à peu, elle demande à Mikey de dire à Draken combien elle l'aime. Mikey lui affirme que c'est réciproque, mais c'est trop tard. Tremblotant par l'horreur qui se dessine, il demande à son tour à Takemichi de vérifier son corps en pleurs, en soulignant la froideur de ce dernier. Rien que d'en parler, j'ai envie de chialer, je vous jure. Cette mort engendre non seulement beaucoup de peine autour d'elle, mais elle brise complètement les deux hommes forts du manga. La tristesse de Draken qui s'en prend à Mikey, qui est le seul à pouvoir endurer sa colère, et ce dernier qui ne réagit plus du tout, comme complètement privé de son âme. La peine d'Ina, et enfin la résolution de Takemichi. Difficile de faire plus dans l'émotion. La mort de Kisaki. Et on termine par le meilleur. Puisque tout ne s'est pas passé selon ses prévisions, la déroute de Kisaki est en marche. Qui pour la première fois perd son sang-froid. N'étant plus maître de ses émotions, Hanma le sauve in extremis en l'entraînant sur sa moto. Bien entendu, pas question pour nos héros de le laisser filer sans rien faire. Dans cette course-poursuite, Kisaki fait toutefois l'erreur de trop se précipiter, ce qui provoque l'embardée de la moto qui finit dans le décor. Profitant de cette chance, Takemichi le retrouve. La position de supériorité nous étant soulignée au travers d'un Kisaki à terre, complètement à la merci.
S'il ne l'entend pas de cette oreille, il s'échange quelques coups durant lesquels Takemichi prend l'avantage. Dans ce même lieu, où il a vu sa fiancée mourir, tout prend sens. La détermination du garçon est bien trop grande pour réussir à le faire flancher. Il tente de prendre la fuite, mais s'arrête brusquement lorsque celui-ci le soupçonne de voyager dans le temps. Une suspicion qui est par ailleurs à l'origine de bon nombre de théories de la part des fans, mais qui s'avère être fausse. Il est juste trop fort. Alors qu'il s'apprête à faire une révélation, un camion le percute dans une transition, ou non-transition pour le coup, qui restera dans les mémoires. Cette scène, en plus de heurter la sensibilité, intervient de manière inattendue. Kisaki, l'homme qui pouvait tout anticiper, est mort de façon imprévisible, aussi bien pour lui que pour nous, les spectateurs. La perte d'Emma, d'Izana et maintenant de Kisaki, on peut dire que cet arc est parmi les pires en termes de pertes. Même Takemichi, qui est pourtant en droit de ressentir autant de haine qu'il le souhaite à son égard, regrette de ne pas avoir pu se confronter à son ennemi plus longtemps. L'antagoniste phare de Tokyo Revengers n'est plus. C'est une page qui se tourne et plus rien ne sera pareil à partir de là. Bien sûr, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles cet arc est grandiose, comme le développement de certaines relations et leur mise en lumière à travers le passé de chacun. Il fait partie selon moi des 3 meilleurs arcs, avec celui des Black Dragons et du Valhalla. D'ailleurs, je serais curieux de savoir quels sont vos arcs préférés et surtout pour quelles raisons. Proposez-moi également vos envies de sujets. Je ferai probablement un classement des arcs à la fin du manga, mais d'ici là, il y a encore plein de choses à dire. En attendant, vive Tokyo Revengers, car qu'importe ce qu'en disent ses détracteurs, il est génial.